La cité de la réussite est celle de l'échange, du partage des opinions, du désir d'agir. La société des hommes avance, bouge, invente. Elle a besoin de force, collective ou individuelle, d'idées et d'harmonie pour se développer. La 16e cité de la réussite offre à ceux qui s'engagent dans leur vie professionnelle ou personnelle la possibilité unique de s'exprimer, de transmettre leurs connaissances et leurs savoirs, d'expliquer leurs combats. L'engagement associatif, politique, social est essentiel pour qu'une société grandisse. La cité de la réussite engage le débat, donne à entendre des opinions, invite le public à réfléchir et à agir pour qu'en France et dans le monde soit gagné le pari de l'intelligence. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. Il faut qu'il y ait au centre des décisions la lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une facture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. Et nous allons ensemble travailler pour l'avenir. L'avenir va être absolument passionnant. Merci de cet accueil. Ravi de vous retrouver, Thierry Guerrier, journaliste. Je vais donc avec vous animer ce premier débat de l'après-midi de ce dimanche de la Cité de la Réussite autour de l'utopie, de l'engagement, bien sûr, thème de cette cité cette année. Je vous demande d'accueillir pour cela Xavier Darcos, le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, je vous en prie. Le très grand cinéaste, j'ai envie de dire même franco-israélien, Amos Gitaï. Et un humanitaire de renom, l'ancien président de Médecins du Monde et aujourd'hui président du collectif Urgence Darfour, Jackie Mamou. Alors, évidemment, nous sommes un petit peu déçus, mais c'est pour la bonne cause. L'engagement,
son choix à lui aujourd'hui de l'engagement, c'est un fidèle de la Cité de la Réussite pourtant. Marek Alter, eh bien c'est la marche blanche pour Ingrid Betancourt. Il nous fait faux bon, il a préféré y être cet après-midi. C'est un choix que nous dirons que nous respectons. Voilà, Marek Alter. Quant à Ronny Broman, autre humanitaire, iconoclaste s'il en est, eh bien il doit nous rejoindre, mais il a eu un petit souci, paraît-il. Vous ne m'entendez pas? Vous m'entendez mieux? Je suis navré, là, j'avoue que je suis un peu impuissant. Je ne peux pas aller au-delà de ce micro et de la technique. Mais c'est bon. Bon, très bien. Ronny Broman, disais-je, devrait arriver. Il a eu un petit souci. Alors, 40 ans après 68, avoir sur la même table des gens qui ont fait 68, et puis le ministre de l'Éducation, c'était un des choix de la Cité cette année. Mais qu'est-ce qui reste de nos utopies, collectivement, aujourd'hui, qu'on ait connu ou non 68 et cette période? Qu'en est-il? Certains considèrent même que la France est un petit peu un cimetière des utopies. Alors, est-ce que c'est le cas? Comment vous, le ministre aujourd'hui en charge de l'éducation, abordez-vous cette question de l'utopie et aussi de la façon de s'engager pour les défendre quand on a aujourd'hui des utopies? D'abord, cher Thierry, n'opposez pas le ministre et ceux qui ont fait 68 parce que vous l'avez fait. J'étais moi-même étudiant en 68, j'étais en maîtrise de lettres à Bordeaux et je me souviens de ces moments d'une manière très personnelle, on pourra en parler. Ce qui m'a étonné dans le thème qui a été retenu pour cette table ronde, c'est l'adverbe encore. Est-ce que l'engagement relève encore de l'utopie? Comme si cette question avait changé de nature. Or, je crois qu'on pourrait trouver partout dans le monde aujourd'hui des gens très engagés qui consacrent leur vie à un idéal, qui n'acceptent pas le monde tel qu'il est, qui veulent le changer. Et je trouvais que cet encore était un peu étrange. Peut-être c'est parce que le mot engagement lui-même a vieilli aussi. C'est un mot qui a été connoté très fortement autour de l'existentialisme, autour de l'après-guerre, et que c'est à cette époque-là que le mot a pris un sens, qui a une portée philosophique plus importante qu'il n'avait eu auparavant, sauf peut-être au XVIIIe. Donc c'est peut-être parce que le mot aussi part un peu démodé. Oui, l'engagement continue à exister, il est encore porteur d'utopie, et en tous les cas d'une utopie qui considère qu'il doit y avoir une autre façon de vivre le monde. D'utopie au sens propre, d'un endroit qui soit non pas un non-lieu, mais un lieu qu'on puisse faire partager. Et c'est important que nous posions, nous, cette question, nous autres sociétés riches et favorisées, parce que si nous en doutions, que dirions-nous à ceux qui n'ont pas nos chances? Moi, j'ai été pendant 2 ans ministre de la Coopération, j'ai beaucoup voyagé dans des pays qui connaissent des situations très difficiles, en Afrique, en Asie, du Sud-Est, et je m'imagine arrivant dans des pays de cet ordre en disant, je me demande si finalement ça vaut la peine ou pas de s'occuper du monde. Enfin, comment cela serait-il acceptable? Donc, je trouve au fond que la question mérite de fait d'être posée. Quand on embrasse la carrière de l'enseignement, comme vous l'avez fait, l'agrégé de lettres classique, vous êtes passionné par nos racines, et puis qu'aujourd'hui, on doit faire face à une contestation et qu'on essaie de mettre en place des réformes qu'on considère comme légitimes, très contestées, y compris par vos prédécesseurs immédiats, y compris de droite, comme Luc Ferry. Où est la part d'utopie? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on est loin de l'utopie qu'on avait quand on a décidé d'enseigner? Non, parce que dans l'engagement d'un éducateur, c'est vrai, moi j'ai consacré ma vie à l'école, je l'ai fait pratiquement que ça, dans l'engagement d'un éducateur, il y a l'idée même qu'on rencontrera de la résistance. Hein. Éduquer, c'est tirer hors d'eux, c'est sortir d'eux, et c'est donc être porteur d'une parole qui, en soi, va changer, va métamorphoser, va heurter. On est condamné à la contestation quand on est prof ou quand on est politique? En tous les cas, on est condamné à porter une parole qui forcément se heurtera à de la résistance, surtout lorsqu'on est dans une institution, puisque vous faites allusion alors plus spécifiquement aux événements d'aujourd'hui, de ma responsabilité actuelle, dans une institution qui est très lourde, qui a ses habitudes, qui a ses rituels, qui a ses hantises, et qui voit toujours l'intervention extérieure comme une sorte de complot contre elle, hein, qui a toujours le sentiment, au fond, que quelque chose s'ourdit contre elle. Et donc il y a un travail
de pédagogie au sens propre, d'éducation de l'intelligence jeune à faire comprendre les enjeux à moyen terme. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Oui. C'est ça que vous voulez me dire, que c'est pas toujours facile, je suis d'accord avec vous. Oui. C'est quoi votre utopie aujourd'hui? Ça dépend sur quel plan on se place. Je peux avoir des utopies privées, je peux avoir des utopies affectives. Pour ce pays je voudrais que ce pays, si je puis dire, voyage. Moi, ce qui me frappe le plus depuis les 10 dernières années où j'ai eu plus de responsabilités qui m'ont amené à voir des choses d'un peu plus largement et à me déplacer, c'est à quel point nous sommes quand même franco-français. Et que des choses qui vont de soi pour nous ne vont pas de soi pour les autres, que nous ne nous comparons pas assez, et que nous ne savons pas ce qui se passe ailleurs, au fond. Et que dans une certaine mesure, alors évidemment, c'est un peu embêtant de dire ça devant des gens qui sont engagés comme sont Médecins sans frontières ou que sais-je, mais au fond, les Français ne connaissent pas assez le reste du monde et ne se rendent pas compte qu'il y a loin de nous, mais aussi très près de nous, et même dans notre propre territoire, des situations qui sont beaucoup plus insupportables que ce qui souvent nous fait nous révolter, que ce qui nous fait nous mettre en grève ou protester. Il y a des enjeux qui valent peut-être plus la peine que ceux qui mobilisent parfois aujourd'hui l'opinion. Alors Jacques Imamou, vous êtes un exemple direct de, ça va fonctionner, de cet esprit de révolte que d'emblée, dans le choix d'être médecin, pédiatre, je crois, vous avez immédiatement essayé de mettre en œuvre. Vous êtes donc, je le rappelle, un des créateurs de Médecins du Monde. Vous l'avez présidé, vous dirigez aujourd'hui le collectif Urgence Darfour. On ne s'use pas à force, on croit encore à la capacité de bousculer nos habitudes. Sur le Darfour, je me souviens d'une conversation avec Ronnie Broman qui devait être là, qui va peut-être arriver, qui, quand je disais iconoclaste, est très critique par rapport aux ONG qui sont présentes là-bas, par exemple. Il vous a souvent accusé, médias et ONG présentes au Darfour, de trop en faire, d'attirer ou d'attiser l'émotion, le pathos, l'émotion du public, alors qu'on se serait trompé. Il n'y a pas des moments où on a envie de tout envoyer balader quand on est... Certainement, je ne sais pas si ça marche. Ça marche ? Oui, certainement. Mais écoutez, dans ces moments-là, je me remémore les paroles d'un grand philosophe qui a accompagné les débuts de Médecins du Monde, qui était Michel Foucault, qui disait nous ne sommes ici que des individus privés qui avons du mal à supporter un certain nombre de situations. Qui donc nous a commis? Personne. Et c'est justement ce qui fonde notre droit. Et je pense que cette phrase prononcée par Michel Foucault au moment des Boat People, du drame de ces Vietnamiens qui fuyaient. Non, c'était à la fin des années 70, oui, c'est ça. Hein, et qui fuyaient donc le régime communiste, oui, le régime communiste du Vietnam, et qui, malgré que la presse en parle un petit peu, finalement était abandonné de tous, de la communauté internationale, des instances des Nations Unies, etc. Et ce sont les French Doctors qui ont porté assistance à ces boat people. Eh bien, écoutez, voilà, de temps en temps, je me remémore cette phrase et je me dis que finalement, il faut de nouveau abattre la besogne, de nouveau mobiliser l'opinion sur tel ou tel sujet. Moi, j'ai été très longtemps actif à Médecins du Monde. J'ai trouvé que sur la question du Darfour, les organisations humanitaires n'en faisaient pas assez en termes de communication et de mobilisation, surtout de l'opinion publique, qu'ils avaient laissé tomber cet aspect du témoignage qui faisait que, effectivement, on arrive à mobiliser la société civile pour faire pression sur les gouvernements. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai participé à la création d'Urgence Darfour. Qu'est-ce qui reste de ce début, de cette utopie, Kouchner, les Boat People, avec un caméraman d'Antenne 2 à l'époque, et le feu est mis aux poudres en quelque sorte, l'opinion commence à s'y intéresser de cette façon, et puis c'est la naissance en effet, Médecins du Monde, puis il y aura Médecins sans frontières, etc. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'utopie dans ces grosses organisations, en tout cas perçues comme telles, même si le public continue à vous soutenir? Pourtant, on a l'impression que voilà, ce sont de grosses machines qui sont peut-être un peu vidées de ce rêve, de cet idéal du début. Vous savez, l'idéal du début, c'était deux choses. D'abord, l'intervention d'urgence.
hein. Et ça n'existait pas à l'époque. C'est-à-dire à la fin des années 70, il y avait, on était au moment de la guerre froide, hein, et les Nations Unies étaient paralysées par les guerres froides. Le Comité international de la Croix-Rouge, qui était la grande organisation, était limitée par la question de la souveraineté des États, puisqu'elles devaient travailler seulement avec l'autorisation des États. Et puis, il y avait les organisations de développement, les grandes organisations de développement. Mais l'aide d'urgence n'existait pas. Et l'aide d'urgence a été inventée par les French Doctors, Médecins sans frontières, puis Médecins du Monde, Aide médicale internationale, etc., etc. C'est-à-dire des gens qui intervenaient avec des moyens d'abord légers, puis qui entraient en puissance, bien sûr, sans tenir compte parfois de la question de la souveraineté des États. Et vous voyez qu'on était déjà dans le mondialisme, hein. Et puis, l'autre élément très très important, ça a été qu'on rompait avec le devoir de réserve de la Croix-Rouge. Vous savez que ça a été un drame, enfin, plus qu'un drame, une faute terrible de la Croix-Rouge internationale pendant la Seconde Guerre mondiale, où ils n'ont rien dit sur les camps d'extermination nazis, hein, pour des raisons historiques et puis pour de mauvaises raisons aussi. Oui, l'argument, c'était parce que c'était leur principe, que s'ils voulaient atteindre les prisonniers, etc. Voilà, mais voilà. c'est resté comme C'est resté comme une faute morale épouvantable. Et donc, si vous voulez, la hantise de cette génération-là, qui, je vous le rappelle, dans les années 70-80, sont les fils, hein, de ces gens qui ont connu la guerre et dont ils ont entendu les conversations à table, etc., dans leur famille, c'est plus jamais se taire par rapport à la barbarie. Et donc, la question du témoignage est devenue une question essentielle maintenant, qui a été ensuite repris par des organisations de droits de l'homme, hein, Amnesty International, Human Rights Watch et bien d'autres, et qui est devenu maintenant un lieu commun. Les générations nouvelles pensent que c'est tout à fait normal d'avoir des rapports sur Internet de ce qui se passe aux quatre coins de la planète. Ce n'était pas une évidence du tout à l'époque. Mais alors, pardon, c'est peut-être provoque, mais où est l'utopie aujourd'hui entre l'Arche de Zoé, qui prétendait intervenir sur le Darfour, ou Reporters sans frontières, qui essaye, tant pis pour la grosse organisation des JO, mais qui prétend essayer de profiter du voyage de la flamme pour dire des choses sur ce qui se passe réellement dans ce dragon qu'est la Chine. Non, je dis l'Arche de Zoé parce qu'il est sur votre terrain, le Darfour, et c'est apparu à tous comme un échec tellement on était dans le ridicule. Je pense que sur la question de... Bon, s'il faut revenir sur l'Arche de Zoé, vous savez, il y a un certain nombre de principes éthiques, humanitaires, qui sont, disons, qui guident l'action, qui constituent l'utopie. Hein. Ils sont au nombre de 6. Moi, je vous avais préparé un topo là-dessus, mais je vais... Non, mais donnez-nous ces éléments, parce que si c'est ça qui est la colonne vertébrale d'une utopie engagée, eh bien, allons-y. Parce que... Et parmi ces principes, il y a la question de l'impartialité, ce qui ne veut pas dire la neutralité de la Croix-Rouge. L'impartialité, ça veut dire qu'on s'adresse à toutes les victimes, bien sûr, mais qu'on ne met pas sur le même plan les victimes et les bourreaux. Par exemple, je prends les cas de ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie. Il y avait des victimes des deux côtés, à la fois dans les populations serbes que dans les populations bosniaques ou kosovares. Hein, et il fallait bien sûr secourir les deux. Mais en même temps, dans la communication, on ne pouvait pas mettre sur le même plan les uns et les autres. Il y a le principe d'universalité qui renvoie à l'impartialité. Il y a le principe d'indépendance par rapport aux États, bien évidemment. Il y a le principe de compétence, et là, il y a peut-être un problème avec l'Arche de Zoé. Le principe du témoignage, et enfin, le consentement des victimes à ce qu'elles soient secourues. Et là, on est en plein au cœur de la faute éthique de l'Arche de Zoé, l'impréparation totale et le manque de discernement pour une organisation qui était très très jeune. Je repose la même question qu'à Xavier Darcos. Votre utopie à vous aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Mon utopie, ce serait qu'effectivement, il n'y ait plus jamais de crimes contre l'humanité sans que... Je n'ai pas d'illusion sur le genre humain. Je pense qu'il y aura encore des crimes à grande échelle. Mais sans que la communauté internationale s'en empare réellement, qu'elle mette en pratique ce qu'ont voté les Nations Unies en 2005 au sommet des chefs d'État, qui a été repris par l'Assemblée générale, entériné par le Conseil de sécurité, la responsabilité de protéger. La responsabilité de protéger, ça veut dire que quand un gouvernement laisse commettre
des crimes massifs sur son territoire, hein, ou qu'il n'est dans l'impossibilité de les prévenir ou d'agir contre ces crimes, c'est à ce moment-là la responsabilité de la communauté internationale. Et pourquoi c'est une utopie? Parce qu'on est loin de la réalité. On voit ce qui se passe en Chine, on voit ce qui se passe au Darfour, hein, et on voit ce qui peut se passer dans des pays comme la Birmanie, hein, ou en Tchétchénie, hein, et on le voit bien, cette responsabilité de protéger, elle est tout à fait à géographie variable, malheureusement. Donc ça reste une utopie, et je pense que si quelques-uns d'entre nous ne se battent pas pour essayer de mobiliser l'opinion, pour rappeler ces principes aux gouvernants, hein, je pense que les choses ne rentreront pas en pratique. Alors, le ministre nous disait, mon rêve, moi, c'est que ce pays voyage. Alors, s'il y a quelqu'un qui nous a fait voyager, pas exclusivement d'ailleurs en Israël, mais beaucoup, et qui nous a sans doute enseigné, montré, avec votre sensibilité, l'utopie que représentait ce projet, même très controversé, qu'est Israël, dans l'espoir, dans l'âme, dans l'histoire, dans la culture de ceux qui l'ont créé, qui parfois ont été déçus, au sein même donc d'Israël, ben c'est bien vous, Amos Gitaï. Alors, voilà bien une utopie. Ceux qui viennent avec Exodus, tous les autres bateaux, ceux qui venaient depuis la fin du 19e, dans cette terre palestinienne, de Palestine, avec l'espoir de créer un autre monde, un autre univers. Ils ont réussi parfois à leurs yeux, et puis parfois aussi ils ont été très déçus, je le disais. Alors Kadosh, Kippour, Kedma, voilà, et un film bientôt, je crois, dans quelques jours. Hein. Dites-nous dans le micro. Désengagement, oui. Oui. Alors aujourd'hui, cette utopie, comment la vivez-vous? D'abord, vous passez combien de temps Moi, j'étais supposé d'être architecte. J'étais formé comme architecte. Je suis fils d'architecte. Mon père était, je dis tout à l'heure à Catherine Dolto, mon père était architecte de Bauhaus. Il avait comme prof Mies van der Rohe, Kandinsky, Paul Klee. Et dans les circonstances de l'Europe des années 30, qui ne voudrait pas qu'il y ait des Juifs sur cette terre, il avait la bonne idée, en 1933, déjà de quitter les Allemands, les terres allemandes, Berlin, d'être immigrant clandestine en Suisse, et plus tard arriver en Israël, en Palestine. Et là, il a bâti pas mal de buildings modernistes. Et je crois que cette génération d'architectes de mon père, ils ont été très importants, que l'iconographie visuelle de nous, les gens génération israélienne, elle est moderne. Elle est inscrite dans les mouvements modernes. Elle n'est pas une architecture sentimentaliste, elle est plutôt orthogonale, simple, modeste. C'est ça le départ de l'univers visuel israélien. Mais je dis dans les circonstances israéliennes, parce que comme j'ai fait mes études d'architecture, en 1973, il y avait la guerre de Kippour, un de ces rendez-vous meurtriers du Moyen-Orient. Et moi, j'étais appelé, comme tous les Israéliens de ma génération, d'aller à la guerre. Et je me suis trouvé dans un hélicoptère de sauvetage où on a amené des gens qui étaient brûlés, blessés. Et dans le 5e jour de cette guerre, l'hélicoptère que j'étais dedans, il était touché par un missile syrien. Le copilote, qui à peu près la distance entre nous, était décapité. On a presque été... Alors, je suis par hasard ici, par le hasard de l'histoire. Et je crois que cet événement, dans quelque façon, il m'a éjecté de mes études. J'ai fini, après que je suis sorti de l'hôpital, d'études d'architecture à Israël. J'ai fait un doctorat aux États-Unis, à Berkeley. Mais je crois que là, il y avait le changement vers le cinéma, et plutôt un cinéma qui évoque des questions. Ouais. C'est-à-dire que vous partiez avec ce rêve de la lumière accessible à tous dans cette utopie fruit du Bose, comme vous venez de nous le dire, pour construire, et puis du jour au lendemain, et vous restez dans l'univers visuel, mais vous allez le mettre au service à travers un événement qui vous choque,
de votre volonté de raconter des histoires, mais de toucher les sentiments, la sensibilité de chacun d'entre nous. Oui, je crois que l'expérience des gens de ma génération, en différence des choses qui étaient évoquées par Jackie Mamou, c'est que chez nous, mais peut-être c'est pas si différent, on était forcé par les histoires de Grand H qui ne nous laissent pas tout seuls, ils ne nous laissent pas dans l'espace intime, ils ne nous laissent pas faire dérouler la vie comme on a envie, qui est une sorte de privilège que les Européens ils ont depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous, on est tout le temps dans une situation dans laquelle les grandes histoires, les grands événements historiques, ils nous kidnappent, ils nous envoient vers les prochaines guerres, ils nous forcent en quelque façon de prendre position. Et moi, j'ai senti, comme j'ai commencé de faire plus et plus de films, un peu témoin que j'ai envie d'évoquer des questions, pas toujours faciles, mais je crois que la culture, les écrivains, les cinéastes, ils ont un devoir d'évoquer des questions fortes. Une culture forte, elle doit accepter cette série de questions, elle doit accepter de dialoguer, d'essayer de donner des réponses. Nous, l'artiste, l'écrivain, on n'a pas l'intention de mettre au chômage l'homme politique. L'homme politique, il faut qu'il nous amène la paix désirée, mais il faut qu'on pose des questions. Mais alors, c'est plus qu'une utopie au moment où vous faites ce choix. C'est l'espoir, le sentiment, la volonté qu'on puisse en Israël, dans cette démocratie, tout dire. Montrer que le monde n'est pas blanc et noir, que nous ne sommes pas tous dans notre propre camp des bons, qu'on fait des conneries, que parfois on fait fausse route. C'est ça que c'est cette notion de cette humanité que vous avez toujours voulu montrer dans vos films. Je crois qu'il y a cette schizophrénie qu'il faut assumer, qu'il n'est pas si schizophrène que ça, et d'être moi, Amos Guita, le citoyen, et moi, le cinéaste. Et je crois qu'il y a des questions qui touchent la possibilité de créer un tissu de coexistence israélo-palestinien et de créer une zone de paix finalement dans cette zone de guerre entre les Juifs et les Arabes qui m'intéresse comme citoyen israélien, comme quelqu'un qui a envie que nous, les Israéliens, va continuer d'exercer notre droit dans cette région, mais qu'on n'élimine pas les droits de l'autre, qu'on arrive à créer des zones de coexistence. Et le cinéma, il ne peut pas résoudre les questions, mais il peut poser de bonnes questions, des fois. Mais ça, c'est encore une utopie qu'on peut conserver quelque part, ou à force de voir les mêmes épisodes se renouveler indéfiniment et jamais déboucher? Vous savez, les questions de utopie, c'est-à-dire chez nous, même si je ne suis pas quelqu'un religieux, mais dans les théologies juives, l'arrivée des Messies, elle est poussée pour un projet d'avenir. Chez nous, il n'est pas encore arrivé. Alors, je crois que les grands penseurs, Marx, etc., ils ont été inspirés par cette construction dans laquelle on pousse toujours l'utopie comme un projet d'avenir, mais on a besoin d'utopie, on a besoin d'un sens de direction. Sinon, on devient nihiliste, on ne perd pas le sens de notre existence. Et je crois que l'utopie, il faut parler de cette utopie. Il faut être pas timide, il faut reposer les questions. Cette série de questions, il donne un sens de direction. Il faut qu'Israël va malgré tout continuer de rester une société ouverte. Il ne faut pas qu'elle va être séduite de rester trop hermétique. Il faut qu'elle accueille des opinions pas faciles, parce que c'est effectivement le vaccin qui va gérer et va assurer qu'elle va continuer à exister. Alors cet avènement toujours repoussé de son rêve, on va s'arrêter là pour cette première intervention. Voilà bien un objectif difficile. Alors, je vais me tourner vers la salle et les étudiants. Alors, présentez-vous, rappelez de quelle école vous êtes originaire, si vous voulez bien. Les étudiants d'abord, on va prendre plusieurs questions, s'il vous plaît. Allons-y. Qui intervient le premier? Mademoiselle, levez-vous, s'il vous plaît. Allons-y. Bonjour messieurs. Plus près du micro. Bonjour messieurs, Perrine de l'Université Versailles-Saint-Quentin, en master de communication. Donc on est une petite délégation de la faculté. J'avais une question plutôt faite pour messieurs Mamou et Guitaï,
qui est en gros savoir s'il faut vraiment être en colère pour s'engager, et en fait savoir si c'était plus une motivation personnelle ou vraiment humaniste. Merci. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a une autre question d'étudiant? Oui, mademoiselle. Allez, hop. Non? Oui? Levez-vous, s'il vous plaît, qu'on vous voit. Voilà. Bonjour, donc Héloïse Verrière du CELSA. Moi, j'avais une question à Amos Gitaï sur la spécificité de l'engagement au cinéma. Quel est selon vous justement le point fort de l'engagement au cinéma? Est-ce que c'est pas le fait de ne pas dire explicitement son engagement, mais de laisser parler les choses d'elles-mêmes? Merci. Merci. Troisième question, les étudiants aussi. Mademoiselle, allez-y. Et puis 2 questions de la salle tout de suite aussi. Bonjour, Amandine Rouillon, je viens de l'IUFM de Paris, à ce jour admissible au concours de conseillère principale d'éducation. Ma question est la suivante, qui peut s'adresser à M. Darcos. Est-ce que l'engagement est encore possible dans ce monde où l'individuel a rempli tous les espaces? Effectivement, on voit une poussée de l'individualisme démocratique et on peut encore se demander si l'engagement est possible. Engagement et individualisme. Nombreux profs de philo ont dû plancher ici là-dessus. Ce sera à vous tout à l'heure. Peut-être 2 questions de la salle, alors venant de, non pas d'étudiants directement, mais de participants invités à cette cité. Est-ce que quelqu'un avait déjà une question qui lui est venue? Là-bas? Non? Ah non, c'est quelqu'un qui veut prendre une photo. Oui, mademoiselle, je vous en prie. Attendez, on va vous passer un micro. Voilà. Autour de notre débat sur l'engagement et l'utopie, si vous voulez bien. Mademoiselle. Oui, en fait, c'était pour Ronnie Broman, ma question, mais comme il n'est pas là, Ça je tombe vais mal. la poser à Amos Gitaï s'il veut bien répondre. J'ai pu observer que Ronnie Broman, en fait, exprimait souvent des diatribes à l'égard d'Israël, donc je ne veux pas rentrer dans la polémique du conflit israélo-palestinien, mais je voulais savoir si justement le comportement, l'attitude de M. Broman à l'égard justement de ce conflit ne consistait pas à tuer l'utopie qui consistait à croire qu'on pouvait, croire au rapprochement des peuples et à une paix possible dans la région. Donc voilà. Voilà, il est très partisan, je ne vais pas le défendre, mais puisqu'il n'est pas là tout de même, il est très partisan de ce rapprochement justement. Hein, il est sur cette idée. Mais est-ce qu'il s'y prend de la bonne façon voilà, ça, il n'y a qu'à lui qu'on pourra poser la question. Mais on posera la question sur la méthode en général à ce moment-là à Amos Gitaï. Est-ce qu'il y a une autre question venant de la salle ou non? Je regarde. Eh bien, on reprendra une série de questions ensuite. Si? Alors allons-y. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Nicole Verhagen, j'ai 24 ans. Et je me posais la question, je suis une personne qui est à moitié équatorienne, à moitié hollandaise, et j'ai voyagé beaucoup et je me rends compte que nous vivons dans une période où il y a de plus en plus de mélange entre les cultures. Et donc je pense qu'on pourrait envisager une utopie mondiale. Et je voudrais savoir quelle est votre opinion là-dessus. Peut-être que tous les Hollandais et tous les Équatoriens parlent le français aussi bien que vous, mais au-delà de la boutade, utopie mondiale, c'est noté. Alors, la colère, l'engagement et le cinéma, l'engagement et l'individualisme, et puis cette utopie mondiale. La colère, peut-être l'un et l'autre, et peut-être le ministre aussi sur cet aspect. Jackie Mamou, allez-y. Est-ce qu'il faut être en colère pour s'engager en faveur d'une utopie? Vous savez, à mon avis, l'engagement résulte d'une multitude de facteurs, à la fois des facteurs collectifs et des facteurs individuels. Si on prend les facteurs collectifs de la création du mouvement des Sans Frontières, on le voit, c'est la fin des années 60, c'est à ce moment-là que surgit l'idéologie des droits de l'homme par la création d'Amnesty International. C'est en France que ça se passe, c'est le gaullisme triomphant, l'indépendance par rapport aux 2 blocs. C'est à la fois le grand mouvement de mai 68 qui va radicaliser et politiser notamment beaucoup les étudiants en médecine. Et cette mayonnaise prend à ce moment-là pour créer le mouvement des French Doctors, Médecins sans frontières notamment, et qui va entrer en synergie avec le développement des médias et particulièrement de la télévision. Et cette alliance entre humanitaire et médias vont faire que ça va être un mouvement très important. Alors, après, il y a les ressorts individuels, c'est-à-dire l'histoire de chacun. Ça, c'est du ressort de la vie privée de chacun.
on pourrait beaucoup disserter sur l'histoire familiale de chacun, qui fait qu'à un moment donné, on trouve à s'épanouir dans une espèce de sublimation utopique qui est l'action humanitaire. Hein. Alors après, il faut faire le travail sur soi-même et ne pas avoir le narcissisme d'être le porteur du bien. Hein. Il faut bien l'avoir un peu aussi, parce que il faut l'avoir un peu. C'est un moteur pour chacun d'entre nous. Il faut l'avoir un peu, mais pas trop. Il faut tenir ça à distance, je pense, hein, parce que l'action humanitaire moderne est une action pas seulement d'un élan du cœur, qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus professionnel, qui demande à faire appel à beaucoup de disciplines, à de la géopolitique, à la logistique très lourde, etc., etc., et que le ressort ne peut pas être seulement la colère et le narcissisme. Alors, de temps en temps, c'est important que la colère l'emporte. Moi, la colère m'a emporté sur l'histoire du Darfour, parce que je ne supportais pas l'espèce d'indifférence dans laquelle des centaines de milliers de gens sont assassinés et que d'autres sont chassés de chez eux en disant ce sont des Africains, c'est des guerres ethniques, etc. Je ne supportais pas le silence médiatique autour de cette question-là, et j'ai bien fait de me mettre en colère, je vais vous dire. J'ai bien fait de me mettre en colère, et quelques-uns de mes amis, parce qu'après on a commencé à en parler. Alors en bien ou en mal, etc., mais peu importe. La question du... Vous savez ce qu'on nous disait au début dans la rue quand on allait distribuer... Les gens prenaient... Darfour, Carrefour. Carrefour. Hein, vous comprenez? C'était ça le niveau d'information. Alors, ça a changé maintenant. On le sait que le Darfour, c'est sur l'agenda international, et en particulier de la France, hein, avec l'arrivée de Bernard Kouchner au Quai d'Orsay. Et donc ça, ce sont des avancées. Après, l'histoire dira si nous avons été... si nous avons exagéré, pas exagéré, été bon ou pas bon. Ça, c'est une autre question, mais au moins on en parle. Quand vous êtes dans cet hélicoptère et que votre camarade, là, à quelques centimètres, est décapité, c'est de la colère que ça suscite après coup chez vous. C'est cette colère qui est le moteur qui vous pousse vers une volonté de vous exprimer plus vite qu'en construisant? Sur cet événement même, je ne crois pas, parce que c'est vrai que l'hélicoptère, le film que j'ai fait, Kippour, j'ai fait dans l'année 2000, c'est 27 ans après 1973, et 27 ans, c'est très long pour écrire un scénario. C'était une grosse colère. Alors, je crois qu'au début, j'étais envie d'oublier, je n'étais pas envie de ne pas parler, j'avais des cauchemars. Je n'étais pas envie de parler. Et ça a pris pas mal de temps de sortir cette anger, cette rage, pour traduire vers le cinéma. Et aussi, je n'ai pas envie de redistribuer la haine, parce que je crois qu'on a tellement de grandes quantités de la haine dans cette région qu'il faut être prudent. Alors, même le film Kippour que j'ai fait, il est contre cette haine. Moi, j'ai envie plutôt d'installer, et même dans les derniers films qu'on a évoqués tout à l'heure, désengagement, presque le contraire des titres des conversations d'aujourd'hui. J'ai envie de comprendre les contradictions de chacun de nous. Je crois que la paix va arriver si on comprend qu'on est contradictoire. On n'est pas si... les idées ne sont pas si claires, ils ne sont pas si tranchées. Les vérités, elles n'existent pas strictement, exclusivement d'un côté. Si on arrive de construire une sorte de tissu de cette compréhension, c'est pas mal. Mais pour revenir à cette question, je crois qu'effectivement, comme artiste, comme cinéaste, il faut être en rage. Il y a des fois il y a des choses qu'il faut condamner avec des rages, je peux même dire avec une attitude radicale contre l'oppression, contre les choses qui nous touchent vraiment d'une façon la plus intime. Et là, comme on fait les procédures d'adapter cette rage vers un scénario, c'est vraiment un travail qu'on cherche dans quelle façon on va traduire ce sentiment qui est un peu brut, mais de laisser une forme plus articulée. On cherche la forme. Il y avait une question sur le cinéma et l'engagement. Vous voyez dans la biographie que j'avais de vous, quand on cherche des biographies d'Amos Gitaï, on voit toujours cinéaste engagé. On peut faire du cinéma sans être engagé. Enfin, comment vous... D'ailleurs, ce titre, cinéaste engagé, je ne suis même pas sûr, parce que je trouve qu'elle dit trop de choses et pas assez.
Mais moi, j'ai envie de parler des choses et je crois que dans cette tissu de société, le cinéma, il peut contribuer à cette réflexion. Mais en même temps, il ne faut pas instrumentaliser le cinéma. On n'est pas moi, je suis contre l'idée soviétique d'utilisation de l'art d'une façon propagandiste. Il faut poser cette question, fort, douloureux. Mais au revenir à cette question, même le film Désengagement, dans le film qui sort cette semaine à Paris, j'étais assez dérangé. C'est un film qui est en partie de film, il passe dans les retraites israéliennes de bande de Gaza, que même si on a sorti de la bande de Gaza des colons, et moi, politiquement, je n'étais pas d'accord d'installer des colons sur les territoires palestiniens, quand même de virer les gens de leur maison, c'est douloureux. Et je crois qu'il faut installer ce sentiment contradictoire. Et pour moi, c'est vraiment le travail de donner forme, de sculpter un peu les films. Alors, la colère, elle est permanente dans n'importe quel tempérament, et notamment à l'adolescence. Vous fustigez les monômes du moment, là, pardon, je dis les monômes. Je ne fustige personne, je n'ai plus le droit en ce moment. Si, bien sûr. Mais enfin, vous dites bien, vous êtes quand même un des ministres qui a le moins de langue de bois à propos des manifs lycéennes. Vous dites, voilà, c'est pas sérieux. Bon, très bien, mais c'est aussi, et notamment depuis 68, une expression récurrente d'un moment où on a envie de dire des choses sur ce qu'on vit, les cours, les moyens. Oui, je ne dis pas que c'est pas sérieux, parce que j'ai eu entre 16 et 20 ans. Je trouve tout à fait normal que des jeunes s'inquiètent, manifestent et parlent de leur avenir. Je ne suis pas choqué par cela. Je trouve simplement que les manifestations sont parfois disproportionnées par rapport aux causes. Et je renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Quand on voit cette brutalité de ces manifestations à énorme ampleur par rapport aux enjeux réels, qui sont de savoir à 3000 près combien seront 1 200 000 enseignants à la rentrée prochaine, à 3000 près. Je trouve qu'il y a un petit décalage. Mais je voudrais revenir quand même aux questions qui ont été posées, parce qu'il me semblait qu'elles avaient une unité, qui était de se poser la question de savoir finalement si l'engagement renvoyait à des causes individuelles ou collectives, et comment se constituait ce désir de s'engager. Et je trouve que c'est une question qui peut être traitée et qui peut unir nos trois interventions. D'abord, c'est vrai que indéniablement les engagements des 50 dernières années ont reposé de plus en plus sur des optiques personnelles sur le monde. Mais il y avait une raison à cela, c'est que les engagements des années précédentes, qui étaient très liés à des systèmes politiques, à des systèmes téléologiques qui promettaient des solutions à tout, ont relativement déçu. Et que la fin des systèmes clos, et leur échec dans une certaine mesure, voire leur capacité à produire de l'horreur, a conduit des individus à inventer d'autres types d'engagement, en particulier l'engagement humanitaire, qui de ce point de vue-là offre une forme d'engagement dont on n'avait aucun exemple pratiquement avant la Seconde Guerre mondiale, si ce n'est à travers la Croix-Rouge, avec tout ce qu'on en a dit. Donc cet individualisme. Je crois que, autrement dit, la question qui a été posée par ma future collègue, c'est sur le fait, est-ce que l'individualisme et l'engagement s'opposent? Je crois aujourd'hui que les grands engagements ont reposé sur des colères individuelles et non pas sur l'espérance dans des systèmes politiques globaux de régler les problèmes, comme ont pu le croire ceux qui sont engagés dans le communisme, dans le maoïsme ou dans d'autres options que je respecte évidemment au moment où ils l'ont donné, mais dont ils ont vu les effets ensuite. Deuxièmement, le fait nouveau, mais ça a été dit implicitement par Jackie Mamou, c'est l'universalité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nous savons tout. La grande différence, même par rapport à ma génération des années... Moi, j'ai passé le bac en 65, par exemple. Notre ignorance politique, elle reposait surtout sur notre ignorance du monde. C'est-à-dire qu'en fait, on savait très peu de choses sur ce qui se passait ailleurs, au fond, en tous les cas, pas comme on le voit aujourd'hui. Il y a une universalité, et qui est d'ailleurs réciproque. Il faut penser que dans les pays où interviennent les sociétés humanitaires, y compris dans les pays les plus pauvres, dans la partie la plus douloureuse de l'Afrique, il y a cependant des paraboles, et ces gens qui n'ont rien et qui souffrent, ils savent comment nous vivons. Donc il y a une véritable universalité. Nous savons ce qui se passe, et eux, ils savent ce qui se passe. Et cette universalité, de ce point de vue-là, rejoint l'idéal de tous les utopistes qui voulaient faire, au fond, que c'était l'utopie, c'est faire un seul monde.
c'était plutôt une pantopie, une polytopie qu'une utopie, qu'une absence de lieu. Faire une espèce de société universelle idéale. Et donc cette université, elle est réalisée. Et on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Voilà ce que je veux dire. Et voilà pourquoi toujours je disais, il faut voyager, il faut regarder, parce qu'il faut relativiser. Ça renvoie à ce que je disais aussi sur les manifestations lycéennes. Il faut relativiser. Et puis la troisième remarque que je voudrais faire à propos de l'engagement, c'est que, est-ce qu'on a tellement de choix finalement? Parce qu'on pose ça en question de, est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous avez eu une colère? Est-ce que quelque chose dans votre vie intime vous a sorti de vous-même? Oui, on peut se poser cette question. Mais est-ce qu'on ne peut pas la poser de manière plus brutale? Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce que nous ne savons pas aujourd'hui que nous sommes dans une telle interdépendance que si nous ne nous engageons pas pour le développement humain, pour les objectifs du millénaire, pour éviter les catastrophes humanitaires, pour penser ensemble la manière dont la planète évolue, est-ce que nous pensons que nous tirerons notre épingle du jeu? Est-ce que nous sommes hors du coup? Est-ce que nous ne sommes pas engagés, qu'on le veuille ou non? Eh bien, évidemment, non. Et je crois que cette interdépendance, le fait que nous savons aujourd'hui que ce qui se passe ailleurs jouera sur nous, fait que, bon gré, mal gré, nous sommes engagés. Lorsqu'on parle du continent africain, par exemple, on sait en gros que dans une trentaine d'années, le continent africain, ça sera 1,5 milliard d'habitants, 1,6 milliard, dont pratiquement les 2 tiers auront moins de 18 ans. Et que nous serons, nous, Européens, 450 millions, dont les 2 tiers auront plus de 60 ans. Est-ce que nous pensons que nous continuerons à tout avoir et qu'ils n'auront rien, que c'est possible, que ça va se passer comme ça? Bien sûr que non. Nous sommes engagés, bon gré mal gré. Et se poser la question de savoir s'il faut l'être, c'est révéler au fond qu'on n'a rien compris à la manière dont fonctionne le monde aujourd'hui. Quand vous avez en partie répondu à la question... Mais tout de même, la question de mademoiselle sur l'utopie mondiale. Je vais te dire qu'elle ne saurait être autrement. Ce qui se passe lorsque une logique de développement économique pollue terriblement, lorsqu'on laisse des continents à l'abandon, à la famine, au sida, sait-on que dans la plupart des pays du sud de l'Afrique, plus de la moitié de la population est séropositive? Plus de la moitié de la population? Les 2 tiers de la population médiane, c'est-à-dire médecins, professeurs, éducateurs, dans des pays comme la Centrafrique est séropositive, sait-on ça? Donc, quand on se pose la question de savoir si l'utopie est universelle, elle est forcément universelle, parce que, je le répète, excusez-moi de redire la même chose, mais ce serait une forme d'aveuglement que de croire, comme ont pu le croire les générations bourgeoises du XIXe siècle, qu'il y avait d'un côté les civilisés, qui étaient tranquilles chez eux, qui se protégeaient, qui avaient un mur autour d'eux, et puis qu'il y avait derrière le monde des sauvages qui se débrouillaient. C'est terminé, tout cela. C'est impossible. À supposer même que quelqu'un ait l'esprit assez fou pour considérer que sa civilisation soit supérieure à celle d'autrui, de toute façon, il serait dans l'erreur parce que l'interdépendance est là et il aura à s'interroger lui-même dans sa vie privée, dans notre vie de tous les jours, à ce qui se passe à des dizaines et des milliers de kilomètres de lui. 1, parce qu'il le sait, et 2, parce qu'il en dépend. Alors, merci. Ronnie Broman, que nous accueillons. Bonjour Ronnie. Mais il y a des choses qui arrivent. Vous étiez sûrement une marche blanche qui a mal tourné. Non, je dis ça parce que Marie Calter devait être là avec nous. Et il est à la marche blanche pour Ingrid Betancourt. Ronnie Broman, je vous en prie, saisissez-vous du micro. Voilà, je vais vous prendre à brûle-pourpoint du coup. Pas d'emblée avec la question qui était posée par mademoiselle, à moins que vous décidiez d'y répondre, mais elle voulait vous interpeller. Alors, je lui laisserai peut-être l'occasion de reposer la question. Mais notre débat tourne autour de l'engagement et de l'utopie. L'engagement, c'est le thème général de ces 2 jours, vous le savez, de ces 3 jours de la Cité de la Réussite. Et puis, l'utopie, avec des gens qui ont participé à 68 comme vous. Voilà. Et au fond, je démarrais en disant, mais qu'est-ce qui reste de nos utopies 40 ans plus tard, et en particulier, évidemment, avec vos casquettes respectives, vos activités respectives, vos engagements respectifs, et vous, humanitaires, dont on sait par ailleurs que très souvent, de façon roborative, en iconoclaste, il vient bousculer ceux de son propre camp, de sa propre communauté. Hein. Sur le Darfour, je disais, vous avez souvent dit on va trop loin, on dit des bêtises. Bon, alors qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'utopie de Ronnie Broman, 68 arts, médecin, créateur de Médecins sans frontières, hein, c'est ça? Enfin, j'étais longtemps, je suis toujours à Médecins sans frontières, mais j'en suis pas un créateur. J'étais étudiant à l'époque et
j'étais encore trop jeune pour ça. Mais d'abord, je voudrais vous présenter mes excuses pour ce retard. En fait, c'est oubli. J'avoue que j'ai complètement zappé cette réunion. C'est aussi bête que ça. Et donc, voilà. Bon, le dimanche, tout est permis. Voilà, le dimanche, c'était permis. Pas de marche blanche, pas de grande cause, non. Juste un oubli. L'habillage du aussi journaliste bête. évacué. Ok, pas de politiquement correct, je me suis pas réveillé. Ce qui reste de l'utopie 68 Art, qui est assez compliqué à définir parce qu'elle est variable selon les individus, entre des gens qui appelaient de leur vœu un bouleversement social radical et d'autres qui cherchaient simplement à ébranler un ordre existant sans savoir très bien comment le remplacer. Il y a toute une gamme de possibilités et selon l'époque à laquelle on s'adresse, mai 68 ou bien les mois et les années qui ont suivi, on trouvera des choses très différentes. Donc c'est un ensemble varié. Mais pour, disons, ne pas éluder la question, enfin pour tenter de la prendre en charge, moi je dirais que ce qui reste, c'est un goût de l'action et un goût de l'action publique. La croyance, bien que ce soit un terme qui, pour le laïc, c'est radical que je suis, ne soit pas très facile à employer, mais enfin, disons, la conviction profonde que l'espace public, le débat public doivent être investis par chacun d'entre nous et que c'est une des façons de faire avancer les choses, de ne pas se contenter de ce qui est, de conserver une société en mouvement. Le sens de ce mouvement, les conséquences de ce mouvement ne sont pas toujours évidemment évaluables au début. Mais enfin, tout de même, conserver le mouvement, ne pas se contenter de ce qui est, voilà, je crois que ce que je définirais par l'action publique, la participation à celle-ci et le lien qui peut se faire entre mai 68 et aujourd'hui. L'utopie, c'est de jamais tomber dans l'embourgeoisement ou dans le conformisme. C'est toujours d'être vigilant sur l'injustice ou ce qui met en colère et de s'engager ensuite. Enfin, moi, c'est un terme, là encore, que je suis assez peu enclin à utiliser, l'utopie. L'utopie, c'est souvent ce qu'on brandit quand on n'a plus rien à dire. C'est une façon de s'arracher à la réalité, mais en s'affranchissant des pesanteurs de cette réalité. Et je ne crois pas qu'on puisse faire grand-chose avec ça. Nous avons eu récemment des débats parfois assez vifs avec Jackie Mamou. Les affaires de l'Arche de Zoé ont été l'occasion de faire rebondir ces discussions sur le Darfour. Je pense que toute cette question de que se passe-t-il au Darfour, comment faut-il y réagir, tient justement à une difficulté à s'affronter à la réalité et à ses complexités, la réalité d'une guerre civile, d'une insurrection, d'une contre-insurrection, de ce que les étrangers, le reste du monde peut faire face à une telle situation de violence. Eh bien, il y a une vision, disons, utopique, que j'appellerais de façon délibérément polémique, droit de l'homiste, de considérer cela, puis une façon plus politique, humaine, plus un ras de terre. Et je pense que c'est cela qu'il faut aborder. Donc, moi, l'utopie, ça ne me convient pas trop. Pour demander l'impossible, il faut être réaliste, quoi. Si vous voulez. Voilà, une belle pirouette de fin. Oui. Alors, de fin, en tout cas, je voudrais maintenant reprendre des questions de la part de la salle. Mademoiselle, je vais vous laisser vous reformuler, parce que vous serez mieux servi que par moi, votre question. On va vous redonner un micro. Là, il s'agissait, alors que je crois me souvenir, vous êtes né à Jérusalem. Et il s'agissait d'une question sur vos interventions critiques dans le débat sur le Proche-Orient. Mademoiselle. Alors, Monsieur Broman, bonjour. Voilà, j'ai pu constater en diverses occasions que vous exprimiez des critiques assez acerbes à l'égard d'Israël. Donc, encore une fois, tout est critiquable et je pense qu'on peut critiquer toutes les actions de tous les pays. Mais j'ai observé que vous critiquiez beaucoup plus Israël que d'autres pays dans le conflit israélo-palestinien. Et surtout, j'ai constaté que vos critiques conduisait en fait à ce que deux communautés s'éloignent plutôt qu'elles se rapprochent et qu'elles n'étaient pas très constructives dans l'avenir justement de cette région. Donc je voulais savoir en fait
critiquer de façon aussi acerbe Israël et avec un parti aussi pris ne consistait pas à tuer cette possibilité, enfin j'emploierai pas le mot utopie puisque vous n'aimez pas, mais à cette possibilité de croire qu'il pourrait y avoir donc la paix au Proche-Orient. Et voilà. Alors attendez, je ne sais pas si c'était clair. Mais... Merci, c'est clair, mademoiselle, merci. Je vais prendre d'autres questions tout de suite pour qu'on puisse continuer à dialoguer. Ici, monsieur, on va vous fournir un micro sans lequel on ne pourra pas tous profiter de votre question. Je vous en prie. Bonjour, Serge Sixou. Je pense au siècle des Lumières et à nos philosophes qui ont développé une vision utopique de la société, à l'époque en tout cas, et peu ou prou, cette utopie a été réalisée, mais on est passé par une période un peu difficile qui est la Révolution française, qui a été quand même violente. Pour mai 68 aussi, ça n'a pas été d'un grand pacifisme. Alors ma question est, on s'engage pour une utopie, mais jusqu'où on est prêt à s'engager vis-à-vis du pacifisme et de la non-violence, puisque visiblement, pour arriver à l'utopie, bien que naturellement on n'y arrive pas, quel niveau de pacifisme ou de non-violence on est prêt à accepter? Oui. Ou à l'inverse, est-ce qu'on est obligé d'en passer par l'affrontement, c'est ça, hein? Merci. Est-ce qu'il y a une autre question alors dans la salle ou non? Oui, madame, ici. Attendez, on va vous donner un micro, madame, sinon on ne vous entend pas. Je vous en prie, levez-vous, s'il vous plaît, ce sera plus simple. Voilà, allez-y. Dans le micro, dans le micro, dans le micro. Excusez-moi. J'ai du mal à parler parce que j'ai une bronchite en ce moment. Je suis venue de ma campagne, c'est le cas de le dire, parce que je ne parle pas du mot utopie, mais je parle d'une grande colère. C'est d'une histoire familiale et du fait qu'il y a 2 médecins. Eh bien, si vous permettez que je demande, par exemple, à un étudiant... Vous savez, madame, si c'est une affaire personnelle... Non, ce n'est pas personnel, c'est pour que ça serve à la société. Oui, mais si c'est une histoire personnelle, je vous propose de les rencontrer après, mais sinon... Non, mais c'est si éventuellement vous permettez que je fasse lire cet article que j'ai écrit moi-même à un étudiant. Monsieur, est-ce que vous voulez lire mon article? Ça va être difficile pour lui, là, vous le mettez dans une situation impossible. Je vous propose, madame, je vous propose de rencontrer Ronnie Broman ensuite, mais on ne va pas... c'est la règle. Mais on essaye d'avoir... Madame, pour, derrière, une question, s'il vous plaît. Attendez, on va vous donner un micro, voilà. Je vous ai demandé, c'est l'engagement un peu de ce débat, de rester dans l'univers de notre débat sur l'utopie et l'engagement. Madame, je voulais revenir à la question que vous avez posée à M. Darcos. M. Darcos, en tant que ministre, dans vos tâches quotidiennes, dans les lourdes structures que vous devez changer, les programmes que vous devez élaborer, est-ce qu'il y a encore de la place pour de l'utopie? Le poids du quotidien et dans une fonction pareille. Merci, madame. Une dernière question. Allons-y. Je ne vois pas bien, pardon. Là, d'accord. Et puis on prend une question d'étudiant aussi. Allez, monsieur. Oui, bonjour. C'est une question pour monsieur le ministre. À l'heure actuelle, on voit beaucoup de gens qui réagissent et qui veulent faire de l'humanitaire. Les 30 ou 40 dernières années ont montré que l'humanitaire avait pris beaucoup de place. Et il y a des gens de la société civile, pas toujours médecins, pas toujours urbanistes, qui aimeraient faire de l'humanitaire. Il faut savoir leur répondre à ces gens-là, parce qu'il y a aussi une utopie derrière, il y a une volonté. Comme l'a dit Jacques Mamou, encore faut-il être professionnel et avoir des compétences. Ça pourrait éviter les erreurs que vous avez évoquées tout à l'heure avec l'Arche de Zoé. Donc ma question est la suivante. À l'heure actuelle, où on demande aux étudiants, aux jeunes de s'engager à 16 ans, à 17 ans, ils n'ont pas beaucoup de place en fait pour l'imaginaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur laisser cette place de éventuellement être beaucoup plus universel, aller dans le monde, comme vous l'avez dit, et développer ce sens de l'humanitaire pour lequel ils sont un peu bloqués parce qu'il y a quand même pas mal de barrages, on va dire, constitutionnels. Merci. Merci. Dernière question. Un étudiant du panel ici, et je reviens à la salle après. Monsieur, ici, voilà. Merci. Oui, bonjour, Arnaud Sandrin, je suis étudiant en école de commerce à l'ESSEC. Moi, ma question était vraiment sur l'actualité et notamment sur la question de se rendre ou non à la cérémonie d'ouverture des JO à Pékin. Sans doute, c'est vraiment... on dit parfois que c'est un petit peu utopique d'y aller, c'est-à-dire de ne pas y aller justement, que de ne pas assister à cette cérémonie, la boycotter, ça ne changera rien en Chine, etc. Alors c'est pour savoir, est-ce que malgré tout, l'utopie, ce n'est pas une fin en soi, une bonne raison d'agir malgré tout? Merci, on est en plein dans le sujet. Alors, Ronnie Rohan, est-ce que critiquer violemment, même quand on aime Israël,
comme c'est votre cas souvent, on contribue clairement à un dialogue et à la paix? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Moi, il se trouve que j'ai commencé à intervenir dans le débat sur Israël parce que une personnalité qui se présentait comme représentative de l'ensemble des Juifs de France, et j'en fais partie, a jugé bon d'affirmer que tous les Juifs de France étaient aux côtés d'Israël au début de la deuxième intifada, quand, après la provocation de Sharon sur l'esplanade des mosquées, une répression sanglante s'est abattue sur des manifestants palestiniens. Moi, je ne voulais pas être enrôlé dans les rangs de l'armée israélienne en train de taper sur des Palestiniens qui revendiquaient leurs droits. Donc j'ai commencé à signer j'ai signé une lettre qui nous mettait un certain nombre de gens comme moi qui refusaient le rôle qu'on voulait leur faire endosser. Et le débat s'est envenimé, c'était la deuxième intifada, et ensuite, pendant plusieurs années, effectivement, j'ai été un intervenant public actif, j'étais un peu le juif opposant de service. Je ne dis pas que c'est un rôle confortable a priori, mais je ne crois pas exprimer des critiques acerbes. J'estime exprimer une critique qui se réclame d'une certaine rigueur intellectuelle et d'une correspondance avec les faits sur le terrain. Ce que j'observe, ce que je vois. Je suis allé un certain nombre de fois en Israël et en Palestine. Je connais un peu la situation pratique. Pour des raisons biographiques, je me suis aussi intéressé à l'histoire de ce conflit. Et donc, j'interviens dans ce cadre-là. Mais bon, pour aggraver mon cas, je vais, et pour rebondir sur la dernière question qui a été posée, vous allez voir, je vais aggraver mon cas probablement en faisant beaucoup plus d'adversaires que juste les amis d'Israël ou les supposés amis d'Israël ici. Je vais soulever un point qui me semble justement marqué par une incohérence qui nuit à l'idéal, ou en tout cas à l'esprit de la défense des droits de l'homme en ce moment, qui rassemble l'affaire israélienne et l'affaire chinoise. On appelle au boycott de la cérémonie d'ouverture des Jeux après une répression odieuse qui s'est abattue sur les Tibétains, qui a fait, disons, je ne sais pas, 120, 150 morts. Enfin, c'est l'estimation plus ou moins grossière que chacun a en tête. Au moment, il y a un mois plus tôt, quand même, il y a une sorte d'unité de temps et de thème qui est intéressante à relever. À peine un mois plus tôt, la question du boycott du Salon du Livre à cause de l'invitation d'Israël était posée, et cela en rapport avec une répression qui n'était pas moins sanglante à Gaza, faisant suite à un blocus que tout le monde condamne, absolument tout le monde, y compris les amis les plus proches d'Israël, mais sans aucun résultat. Et il se trouve qu'il y avait aussi 120 morts palestiniens, 120 Palestiniens qui avaient trouvé la mort dans les bombardements israéliens juste avant. Les mêmes qui estiment qu'il est scandaleux, immoral, abject, suspect de boycotter le Salon du Livre parce qu'Israël y est l'invité d'honneur, trouvent qu'il est évident, et par contre, donc il est immoral, odieux, suspect, de se rendre à la cérémonie d'ouverture et donc de ne pas boycotter les Jeux de Chine. Moi, j'avoue que j'ai du mal à m'y retrouver. J'étais contre le boycott du Salon du Livre avec Israël, parce que je pense qu'il est préférable de dialoguer et de se confronter directement. Je suis contre ce boycott parce que je trouve que mettre en exergue uniquement la question des Tibétains, quand par exemple celle des Ouïghours ou celle des Chinois en général est totalement laissée de côté, simplement se focaliser sur ce qui est visuel, sur ce qui est de l'ordre de l'image me paraît superficiel, mais c'est surtout la coïncidence entre ces deux événements, ces deux thèmes de boycott, ces deux opérations de répression, l'une sujette à une indignation qui mène au boycott, l'autre qui fait partie, disons, de l'ordinaire, des choses qu'il faut savoir accepter. Et je pense que, avant de parler d'utopie des droits de l'homme, je pense qu'il faut invoquer un esprit de rigueur pour les droits de l'homme, et que les droits de l'homme seront d'autant mieux défendus qu'ils le seront avec une certaine consistance dans l'ensemble des situations où ils sont bafoués. Le comble.
Que vous ne soyez pas aimé, je pense au cinéaste Eyal Sivan, vous-même, Avraham Burg, ancien président de la Knesset, qui est venu ici présenter son livre, et au moment du salon pour ce livre Vaincre Hitler qu'il vient de publier, où il dit toute sa détestation d'une certaine pensée israélienne, vous-même. Le comble, c'est que vous êtes détesté aussi par ceux dans l'autre camp, si je puis dire, enfin du côté des islamistes ou des extrémistes islamistes, qui considèrent que vous servez l'image d'Israël, car vous êtes l'incarnation d'une capacité à dialoguer au sein même de la société israélienne et à avoir une opinion différente. Vous-même, Amos Gitaï, vous êtes parti à un moment donné d'Israël, parce que, ou non, je me trompe, c'est facile aujourd'hui de s'exprimer dans la société israélienne pour dire des choses différentes? C'est pas toujours facile. Mais c'est nécessaire. Je crois que, comme on parle de cinéma, je crois qu'une chose, moi je ne suis pas un fan de cinéma américain, mais il y a une chose que je vais donner aux Américains, que leur cinéma évoque les questions. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs films sur la guerre, sur les guerres, il y a des questions qui posent sur les corruptions ou non-corruption de présidents américains, etc. C'est-à-dire le cinéma fonctionne comme une démarche pour véhiculer les questions valables. Et je crois d'ailleurs que c'est l'aspect plutôt timide du cinéma européen, c'est une des raisons dans lesquelles le cinéma américain il est fort. Il est fort parce qu'avec cette démarche souvent opposée, mais pas un cinéma étatique, il montre une grande indépendance, même si, comme je dis tout à l'heure, comme cinéaste, je ne suis pas un grand fan de la forme du cinéma américain, que je trouve trop conventionnel, pas très intéressant, point de vue formel, etc. Alors, comme maintenant on est tout dirigé vers l'Amérique, c'est-à-dire l'Europe, elle n'a pas de résistance vis-à-vis de l'image que l'Américain fabrique, je crois qu'effectivement, il y a un aspect que je trouve qu'il est fort dans les démarches cinématographiques, c'est laisser le débat ouvert, évoquer des questions. L'autre aspect que je trouve qu'il est plutôt compliqué, c'est qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde extrêmement médiatique. Alors chaque geste, même le geste de cette table ronde, est tout de suite diffusé, elle évoque des questions. Et le journal de 20 heures de la planète, ils sont dans la démarche d'exotisme de conflit, la chose que moi j'appelle exotisme de conflit. C'est-à-dire que nous, cette grande coproduction israélo-palestinienne, je dis d'une façon ironique, produit des images de violence. Et dans quelque façon, chaque côté, il trouve son avantage de projeter l'image de violence qui après servent dans quelque façon, de façon directe comme pion dans les futures négociations de certaines choses concrètes. Moi, je trouve que c'est une grande illusion. Je crois que nous, les Israéliens et Palestiniens, avec cette fabrication des journaux de 20 heures de la planète, on est en train d'intoxiquer le terrain qu'il peut servir effectivement éventuellement pour dialoguer. Il faut faire attention, il ne faut pas aller si rapidement pour produire des images trop faciles qui servent dans quelque façon Ce que vous dites est d'autant plus passionnant que ça nous ramène à la question posée par monsieur sur le niveau de violence ou non quand on veut s'engager en faveur d'une utopie. Je suis frappé de ce que vous dites à propos du village universel que nous sommes aujourd'hui avec les journaux de 20 heures de toute la planète qui exploitent en quelque sorte comme un film, comme un spectacle, les images de violence. La situation au Tibet, il y a quand même quelque chose qui m'a frappé. Évidemment, il y a les émeutes, cette révolution ou cette volonté en tout cas du peuple tibétain de ne pas être noyé par le joug chinois et de continuer à exister. Mais il y a aussi quelques jours plus tard, alors que les choses sont reprises en main, ces moines qui viennent pleurer devant les caméras, peut-être c'est une forme de violence, mais c'est une forme qui se veut... Alors, quelle autre solution si ce n'est interpeller à travers les caméras quand elles sont là par hasard? C'est un geste qui a été particulièrement courageux, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, sans doute. Non, moi, je reste par instant sur le conflit de mon région, parce que je connais mieux, malgré qu'il y a des autres. D'ailleurs, je trouve que nous, dans cette grande coproduction israélo-palestinienne, domine grosso modo 2/3 de toutes les news internationales. On domine, et quelquefois, je peux dire d'une façon ironique, s'il y a un tsunami en Asie, il y a presque une tristesse dans le Moyen-Orient, pourquoi il ne parle pas de nous?
Alors, je crois qu'il faut calmer un peu le jeu, c'est-à-dire que c'est un conflit important, le conflit israélo-palestinien, le conflit entre Israël et le monde arabe. Ce n'est pas le seul conflit. Et je crois qu'avec cette idée d'augmenter, d'ajouter encore chaque fois des images médiatiques, on bloque d'une quelque façon l'avance. Parce que je l'ai lu dans les journaux, hier, par exemple, l'Institut de sondage le plus fiable des Palestiniens, il a dit que même aujourd'hui, au cœur des meurtres et des confrontations très violentes, 66% des Palestiniens, ils croient qu'il va avoir la paix avec Israël. Je crois qu'une proportion similaire existe de l'autre côté. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il y a dans les souterrains, pas du tout représentés par l'image télévisuelle, de vrais désirs et de vraies acceptations même des modus vivendi des réels politiques qu'il va exister dans tous les cas. L'Israélien ne va pas arriver jusqu'à le rêve de grand Israël, le Palestinien ne va pas arriver d'éliminer les Israéliens du Moyen-Orient. Alors il y a une sorte de tissu souterrain de deux côtés. Je crois que c'est grosso modo la même proportion, qu'elle croit que le grand problème, c'est la traduction de ce désir populaire au terme politique. L'homme politique de cette région actuellement, ils ne sont pas bien placés, malheureusement, pour traduire ce sentiment populaire qui existe, qui est souterrain, qui n'est pas représenté par les médias. Et je crois que les médias actuellement sur le Moyen-Orient, elle est très paresseux. Je connais des correspondants qui habitent à Jérusalem, des chaînes européennes, américaines, israéliennes, palestiniens. Ils envoient leur équipe de caméramens pour amener quelques images. Ça fait monter dans les images déjà et dans les préconceptions déjà existantes dans les centres médiatiques et ça rediffuse. C'est une sorte de boucle qui devient un cycle hermétique. Et les images, je crois, dans les télévisuels, et dans les stades actuels, ils servent pour bloquer encore la situation. C'est le seul, pas un des rôles que je trouve que le cinéma et les différents cinéastes indépendants qui sont un rôle. C'est un rôle modeste, on ne va jamais faire opposition à toute cette machine très efficace, mais c'est un rôle de poser des questions, de ne pas accepter des choses qui sont acceptées dans le monde des médias. Alors, il y a toute une série de questions, une question qui peut sembler triviale, mais qui est liée aussi à notre débat sur l'engagement et l'utopie. Comment aussi faire prévaloir son idéal, pour ne pas reprendre le terme d'utopie, mais dans un engagement quotidien et avec le poids du quotidien, ou le poids des années. Oui, dans les questions qui ont été posées, il y avait deux aspects qui en effet interrogent l'engagement. La première, c'est jusqu'où peut-on passer? Question de M. Sixou sur la violence éventuelle, sur l'affrontement, ce qui d'ailleurs a pu être retrouvé dans le débat israélo-palestinien. Et puis la question de la pesanteur, comment conserver de l'enthousiasme et de l'espérance. Et puis aussi, quelqu'un m'a posé une question, du coup, qui est dans le même sens, comment capitaliser sur l'engagement des jeunes, en particulier la volonté de... L'idéal humanitaire. Oui, c'est ça, de prendre conscience des questions du monde. Moi, ce qui me semble, en tout cas, c'est que face à ces questions traditionnelles, qui est celle de la fin et des moyens, en fait, hein, qui nous rappelle nos ABC du bac d'il y a quelques années. Face à ces questions traditionnelles, il y a quand même en effet un sujet qui m'interroge, que je me pose comme ministre tous les jours, c'est comment faire le partage, le départ entre la ligne d'horizon, je puis dire, où allons-nous, que préparons-nous, le destin que nous construisons, et le poids de la quotidienneté, le poids des pesanteurs, des obligations, des structures, des habitudes, des statuts, etc. Et c'est d'autant plus nécessaire que je me pose cette question que lorsque un jeune enfant est accueilli dans le système éducatif, il a 3 ans, 100% d'enfants sont scolarisés à 3 ans, il va rester au lycée une bonne quinzaine d'années, ensuite il va faire sans doute quelques années d'études, entre quelque chose comme 5 ans d'études, donc ça ferait 20 ans après, et nous le formerons pour 40 ans de vie professionnelle. C'est-à-dire que même si je m'en tiens au moment où il va rentrer dans la vie professionnelle, je travaille à 20 ans au minimum. C'est-à-dire ce que je fais aujourd'hui, ça intéresse 2028.
Et c'est une question que je ne peux jamais suffisamment poser sur la table. La ligne d'horizon n'est vue par personne. Je suis toujours ramené à des questions immédiates. Salaire, statut, avantages, heures supplémentaires, rémunération, 1 heure de plus, 1 heure de moins, 36 par classe, 32 par classe. Est-ce qu'il y aurait une option grecque ou pas? Est-ce qu'on va regarder le portugais 3e langue dans tel collège? Je n'entends que ça toute la journée. Et ces problèmes, je peux les comprendre si vous voulez, mais je trouve que c'est très triste, non pas de les entendre dit par l'appareil professionnel, l'appareil syndical, etc., dont c'est le métier, mais de le voir récupéré par des gamins de 16 ans qui aujourd'hui défilent. Alors on parle de 68, imaginez-vous, M. Ronnie Broman, que vous auriez défilé en 68 en disant « Nous voulons des surveillants, nous voulons des surveillants ». Eh bien, c'est ce qu'on fait faire aujourd'hui quand même au lycée. Et donc, je trouve qu'il y a une sorte de tristesse pour le ministre, au fond. Oui, je vais dire le mot juste, excusez-moi de parler personnellement, il y a quelque chose qui m'afflige un petit peu, qu'on ne puisse pas mettre de notre côté, au moins sur les grands objectifs, cette jeunesse, et qu'elle soit déjà revendicatrice, consommatrice de droits, consommatrice d'avantages immédiats. Et lorsque monsieur disait ce qu'il faut les aider à s'engager, à franchir les frontières à penser, c'est absolument indispensable, parce que ce sens du relatif, ce sens de la dimension de la longue durée leur sautera aux yeux à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est ce que font beaucoup d'éducateurs. Il y a énormément de partenariats entre nos établissements, nos collèges et des pays en voie de développement. Enfin, on ne dit plus ça aujourd'hui, des pays qui ont des économies qui ont besoin d'être développées. Il y a quand même un engagement naturel des jeunes, non seulement sur les questions européennes, qui est l'espace naturel pour eux, mais aussi sur les questions humanitaires, sur les questions de développement humain. Et je suis très heureux chaque fois que ça se produit, parce que je trouve que c'est pas mal de les faire sortir un peu de cette espèce de consumérisme immédiat, de choses scolaires dans lesquelles parfois on les enferme. Mais est-ce que c'est pas tout simplement la... Excusez-moi, il faut bien porter la contradiction. Moi, je comprends ce discours qui est éminent, mais enfin, c'est la quadrature du cercle pour tout politique, a fortiori dans cette société compliquée et où tous les soirs on vous demande avant 20h, alors prenez position. Je comprends que cette pression rende les choses difficiles, mais c'est ça aussi quand on s'engage politiquement. Oui, bien sûr. On savait que ça allait être compliqué. Oui. On a eu quelqu'un qui nous a dit ce sera la rupture, on va essayer de prendre du champ, d'avoir de la vision. C'est ça aussi. On a élu quelqu'un qui a tellement porté une parole politique qu'on a pensé que ça allait se faire dans les 6 mois. Voilà. Et donc, il faut aussi quand même admettre que le temps politique est plus long que le temps tout court. Et que le temps politique n'est pas celui de la souris qui zappe, qui permet de passer d'un site à l'autre sur Internet. Que c'est très long de changer les choses. Et je viens de le répéter, l'éducateur est toujours dans la longue durée. Et il faut qu'il perçoive comme tel. Et évidemment, le consommateur d'éducation est souvent dans la courte durée, et je le regrette. Alors, je vais faire le journalisme médiatique basique, mais la question, elle est posée par un des étudiants. Vous n'êtes pas ministre des Sports, d'accord. Vous n'êtes pas ministre des Affaires étrangères, d'accord. Mais alors, qu'est-ce que Xavier Darcos, vous avez une parole publique ici, donc je sais que ce sera difficile de répondre sans langue de bois, mais qu'est-ce que Xavier Darcos pense de ce débat sur la flamme, et sur le Tibet, et sur cette affaire? D'abord, Xavier Darcos, quand il était sénateur, il était vice-président du groupe d'amitié France-Tibet. Et donc, ma parole sur le Tibet est une parole qui est un peu difficile à séparer de l'intérêt personnel que je porte à cette culture et au respect d'une manière générale de ces cultures-là. Donc, je voudrais arriver à faire un partage entre ma conviction personnelle, mes goûts personnels et mon engagement politique. Ce que je sais sur la question du Tibet, c'est que le Dalai Lama lui-même ne demande pas que les Jeux Olympiques s'arrêtent. Et que l'idée qu'il faudrait que tous les sportifs du monde ne renoncent à se confronter au motif qu'il y a un conflit politique choquant, certes scandaleux, ne peut pas être mis complètement sur le même plan. Mais voilà. Puisque cette bonne volonté de la part du Dalai Lama ne suffit pas pour qu'on renoue le dialogue avec lui et qu'on prenne en compte la souffrance de sa culture, de son peuple qui est en train de se noyer. Écoutez, moi je m'en tiendrai à ce que je viens de dire là. Je crois que vous avez compris mon embarras, premièrement. Et deuxièmement, j'attends qu'une position commune de l'Union européenne se prenne, ce qui sera le cas dans quelques semaines. Est-ce qu'on peut imaginer que le ministre lundi, comme ça, porte le badge de David Douillet, Romain Ménil et Diagana? On ne me l'a pas demandé, heureusement. Mais je vous le demande. Quand j'étais maire, jusqu'à il y a une quinzaine de jours, j'affichais le drapeau du Tibet sur ma mairie chaque année. Et dès que
conflits ont commencé là-bas, le drapeau tibétain était sur le balcon de ma mairie. Alors vous êtes resté un citoyen de Périgueux, mais même si vous n'en êtes plus le maire, et vous êtes un citoyen de Paris qui affichera une banderole dans ce sens demain. Sur le Tibet, Jackie Mamou, allez-y, oui, bien sûr. Un mot sur la question des Jeux Olympiques. Je crois que personne n'a envie de boycotter les épreuves sportives. Hein, je n'ai pas vu d'opinion, en tous les cas, élaborée de ce point de vue-là. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la cérémonie d'ouverture, qui est le temps fort, politique, où la Chine veut capitaliser, n'est-ce pas, cette victoire qu'elle a eue en obtenant l'organisation des Jeux, hein, et auxquels vont participer un certain nombre de chefs d'État. Hein. Bush a dit depuis très longtemps qu'il irait. Je ne sais pas si le président Sarkozy a promis d'y aller, etc., etc. Là, je pense qu'il y a un symbole politique fort à faire. Alors, il ne faut pas faire semblant qu'on s'adresse, notamment quand on a parlé du Salon du Livre, à un pays où il y a une opinion publique. En Israël, il y a une opinion publique. Il y a des artistes indépendants. Il y a une presse indépendante. Hein, alors on peut être d'accord, pas d'accord, condamner, soutenir, etc., etc. En Chine, il n'y a pas d'opinion publique. Il n'y a pas de journaux indépendants. Il n'y a pas de droit d'association. Il n'y a pas de parti politique. Et donc il faut profiter pour passer un message à un certain nombre de gens, y compris à des dissidents, y compris à des décideurs politiques, hein, que l'on ne peut pas approuver non seulement ce qui se passe au Tibet, mais ce qui se passe en Chine, et ce qui se passe, et quelle est la politique internationale chinoise de soutien à la dictature birmane, de soutien aux drames, aux crimes de masse qui sont commis au Darfour avec le soutien de la Chine. Il faut dire tout ça à ce moment-là. Pour continuer sur cette question, l'embarras aussi, et là on revient au mot d'utopie, au mauvais sens du terme, comme l'emploie Ronnie Broman, c'est-à-dire comme c'est quand on ne veut pas regarder la réalité qu'on finit par employer ce terme. Bon, est-ce que l'embarras pour les politiques, ce n'est pas qu'ils savent que par ailleurs on leur demande d'être performants économiquement, d'avoir des marchés, et notamment pour les Anglais, pour les Allemands, pour nous, eh bien, de continuer à commercer avec la Chine. Et tout le monde est comme ça. Et tout le monde aujourd'hui, en tout cas chez les politiques qui savent qu'à la clé, il y a tous ces marchés. Est-ce que nous ne sommes pas, nous, citoyens, dans l'hypocrisie en ce moment, en exigeant d'eux que d'une part, ils disent « je ne vais pas à Pékin » et que d'autre part, ils continuent à signer les contrats? Vous avez raison. Il y a une tension permanente, hein, entre les objectifs généraux affichés, la France, la patrie des droits de l'homme, etc., etc., et la réalité concrète de ce monde qui est un monde de compétition, y compris économique, hein, et politique et géopolitique. Mais à un moment donné, je pense que l'Europe pourrait faire autre chose que le soft power, c'est-à-dire être uniquement un marché de consommateurs, hein, et que de temps en temps se rappeler qu'il y a un certain nombre d'idéaux européens, en particulier, de défendre un certain nombre de principes en ce qui concerne les droits de l'homme. Hein, et je pense que là, il y a une occasion. Et que si l'Europe veut jouer un rôle politique, elle peut jouer un rôle moteur, en l'occurrence, et entraîner toute une série d'autres pays. Mais pour ça, il faut une volonté politique. Et ça dépend des dirigeants politiques. Ça ne dépend pas seulement de l'opinion, ça dépend aussi de la volonté politique. Hein, et donc, je crois qu'il faut les mettre devant leurs responsabilités à nos dirigeants. Est-ce que je peux vous donner... Non, vous voulez que ce soit Xavier Darcos qui ait le mot de la fin? Oui, je voulais vous proposer... matière politique, alors oui. Je crois qu'on attend de la réponse. Oui. Puisqu'il est interpellé... Je ne peux pas parler au nom de l'Europe, évidemment, mais je suis d'accord avec Jackie Mamou sur le fait que l'opinion publique chinoise n'est pas l'opinion publique israélienne. Je suis très sensible à cet argument. Ne disons pas cependant que l'Europe n'a rien fait dans le domaine des droits de l'homme, la créer des tribunaux internationaux. Je pense que s'il y a une structure politique internationale avec les grandes organisations que sont l'ONU ou l'UNESCO qui fait porter quand même l'idée que la politique doit s'associer à un idéal humain, à une conception de l'homme, à une conception de la politique, et avec les instruments éventuellement répressifs qui s'associent à ces convictions, c'est quand même l'Europe.
Donc je voulais qu'on ne soit pas trop sévère pour les institutions européennes qui ont quand même fait beaucoup dans ce domaine. Ronnie Broman veut dire un mot. Oui, juste un petit mot pour répondre à la réponse que Jackie m'a adressée. Bien sûr qu'Israël est une société démocratique avec une presse, une opinion publique, etc. Mais ce n'est pas d'Israël que je parlais, mon cher Jackie, c'est de la Palestine. C'est du blocus de Gaza, c'est de la colonisation continue, c'est des centaines et des centaines de barrages qui pourrissent quotidiennement la vie de chaque Palestinien et qui organisent l'asphyxie générale de toute cette population. Donc Israël est une démocratie, bien sûr, comme dit l'autre, Israël est un juif et démocratique, oui, démocratique pour les juifs et juif pour les arabes. Alors moi, ce dont je parlais, c'est de la situation en Palestine, pas de la situation d'Israël. Il me semble que à cet égard-là, et à cet égard seulement, pas à l'intérieur de la ligne verte, la question du boycott et en tout cas du parallélisme des raisonnements entre ce que l'on peut dire sur la situation israélo-palestinienne et ce qu'on peut dire sur la situation chinoise n'est pas du tout indue ni scandaleuse. Je voudrais finir par l'artiste et son utopie et son engagement. Est-ce que finalement la plus belle utopie, c'est de conserver la possibilité, l'art, le savoir-faire pour continuer à toucher le cœur de chacun d'entre nous? Ça doit être votre obsession jusqu'au jour où vous arrêterez de toucher une caméra. Non, alors moi je crois qu'on a besoin de mots utopie. Bon, après on rentre dans les sémantiques, qu'est-ce qu'elle dit exactement, mais on a besoin d'utopie, on a besoin d'espoir. Et je ne crois pas que les choses ils sont si noires qu'on pense. C'est-à-dire, et je crois que le travail qu'on fait, c'est un travail aussi de souligner l'élément souterrain. Moi, personnellement, chaque film que je fais, j'ai essayé de mettre un autre pavé. Une fois, je parlais des conditions des femmes à la religion juive à Kadosh, des questions de la guerre à Kippour, des questions de la guerre de 48 à Kedma, etc. C'est-à-dire, je crois qu'il faut, nous, on a un privilège incroyable, c'est-à-dire la réalité européenne, elle est plutôt construite. On a toute cette architecture merveilleuse qui nous entoure, etc. Le Moyen-Orient, il est volcanique. Cette génération, il est en train d'écrire et décider qu'est-ce qui va être le destin, où ils vont être les frontières physiques, mentales. Et je crois que le médium d'aujourd'hui, c'est pour ça que j'aime énormément le cinéma, on n'a pas dans les conditions de peintre comme Velázquez, qui a un rapport avec la monarchie, ni avec les grands écrivains qui décrivent l'époque précédente. On est dans les contemporains. Et le cinéma, c'est un médium très très fort de parler, d'évoquer des questions de contemporains. Alors la utopie est là. Bon, ben c'est une grande chance que vous avez et on s'en félicite. Désengagement donc qui sort cette semaine, hein, c'est ça, en France. Merci à tous. Je vais vous demander de remercier nos invités. Merci à vous, la Cité continue. Bonne suite.